Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence expert organisée par l'Association pour le management de la réclamation client, la MARC, sur le thème l'orientation réclamation client, gros mots, grands mots ou levier business. Et oui, on va voir que la réclamation client peut sans doute être rentable. Je passe tout de suite la parole à Marie-Louise Julien, déléguée générale de la MARC, qui va nous présenter son plateau d'intervenants. Bonjour, tout d'abord heureux de vous accueillir pour cette rencontre dont on vient d'avoir effectivement le nom sur l'orientation réclamation gros mots ou effectivement levier business. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement notre association pour vous dire un peu qui on est, puisque c'est vrai qu'on ne cherche pas forcément beaucoup de visibilité, c'est pas tellement dans l'ADN de notre association. Mais en quelques mots, notre association qui a été créée il y a maintenant 11 ans, c'est bâti autour d'une conviction qui est traduite par le slogan que vous voyez derrière moi, qui est le fameux « transformer le pépin en pépite ». À la création de l'association, 10 entreprises avec cette conviction que derrière les insatisfactions remontées par nos consommateurs, une opportunité pour l'entreprise, pour l'organisation, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, de resatisfaire ce client, de le refidéliser, donc évidemment derrière de pouvoir gérer du business. Au-delà du simple slogan, deux ambitions. La première, c'est effectivement de professionnaliser le management de la réclamation client, le management de l'insatisfaction. Alors ça peut prêter à sourire que de parler effectivement de professionnaliser un métier, mais il faut effectivement se rappeler que le management de l'insatisfaction, la prise en compte de l'insatisfaction est finalement quelque chose d'assez récent dans les entreprises, d'où notre volonté effectivement d'accompagner nos adhérents dans cette création d'outils, cette structuration du métier. Et puis ensuite, un deuxième levier, la promotion, donc de promouvoir le management de la réclamation client, de la prise en compte de la relation client, puisque si beaucoup d'entreprises ont beaucoup d'effets d'annonce sur la relation client et notre valeur première, je crois qu'on l'entend très souvent, ce n'est pas forcément une réalité dans l'ensemble de nos entreprises, et d'où l'objectif pour la marque de promouvoir cette conviction afin de permettre à nos adhérents de casser effectivement un plafond de verre pour leur permettre de toucher des comités de direction et des comités exécutifs. Ensuite, quelques mots sur les activités de l'association. Tout d'abord, des conventions thématiques, qui est, j'ai envie de dire, le cœur, la phase un peu immergée de l'iceberg, puisqu'on organise chaque année 3 conventions qui réunissent en moyenne entre 200 et 280 professionnels de la relation client-adhérent sur des thématiques qui peuvent être effectivement liées à la gestion des gestes commerciaux, qui peuvent être liées, ce sera le cas la semaine prochaine, au siège du groupe La Poste, au parcours insatisfaction client. Ça peut être aussi sur des sujets de droit. Et l'objectif pour nous est de sensibiliser nos adhérents sur les tendances de la profession, puis en même temps sur du partage de bonnes pratiques. Ce partage de bonnes pratiques, vous le retrouvez également dans nos groupes de travail, où l'objectif est effectivement de mettre autour de la table des entreprises qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles, si ce n'est cette passion du client, puis également cette humilité de partager effectivement ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas, pour pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des entreprises adhérentes des outils. Et récemment, on a élaboré un référentiel d'engagement de service sur le management de l'insatisfaction client. Et puis également des clubs pour pouvoir promouvoir justement les échanges, la création de réseaux, des clubs métiers pour permettre à nos adhérents de se réunir par secteur d'activité, donc que ce soit le monde de l'agroalimentaire, de la distribution, de la banque assurance, mais aussi un nouveau club international cette fois-ci qui va permettre à nos adhérents de se réunir vraiment sur cette thématique internationale avec ses spécificités qui peuvent être d'ordre culturel ou plutôt d'organisation quand on est effectivement patron d'un service client avec un spectre très large. Puis aussi plus récemment encore, ça date d'une dizaine de jours, un club Grand Ouest qui réunit aujourd'hui déjà un peu plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont dans l'ouest de la France avec des Yves Rocher, des banques, de l'agroalimentaire et d'autres secteurs d'activité. Et puis également des études et des benchmarks. Et là, on commence un peu à rentrer déjà dans notre sujet, puisque nous avons mené il y a 3 ans avec Daniel, qui est à ma droite, de Grenoble École de Management, la première cartographie des services réclamation client. Nous avions pu identifier un certain nombre de pratiques, de tendances. Daniel nous en parlera un petit peu plus dans quelques minutes. Et puis, de ces études, on mène également des benchmarks pour permettre à nos adhérents également de se situer par rapport à leurs pratiques vis-à-vis de l'ensemble de la profession, mais également vis-à-vis de leurs pairs par secteur d'activité. Et puis encore récemment, une autre étude sur la gestion des comportements déviants, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir dans vos activités respectives que le client peut être de plus en plus étonnant avec des caractères, des comportements qui sont qualifiés de déviants par la littérature universitaire.
Et puis, dans la mesure du possible, tous ces sujets, toutes ces bonnes pratiques, on essaie également de les proposer, de les promouvoir auprès de l'ensemble de nos adhérents via des formations. Et là, récemment, on a justement embarqué toute l'expérience, toutes les techniques, toutes les bonnes pratiques qu'on a pu identifier sur la gestion des déviances pour proposer une formation à l'ensemble de nos adhérents sur une approche inter-entreprise. Et puis, ponctuellement également, des interventions extérieures qui peuvent avoir lieu dans différentes enceintes. Il y a à peu près un an, on était au ministère économique et financier pour présenter notre référentiel d'engagement de service et son guide des bonnes pratiques au secrétaire d'État à la modernisation et la simplification. Donc voilà, des sujets qui intéressent beaucoup d'organisations. Là, on cite de l'administration, mais ça peut être aussi le monde, on va dire, de la formation, notamment sur les mises à jour de formation pour les BTS, services clients ou tout autre sujet. Puis également, de temps en temps, des salons. Et là, c'est le cas aujourd'hui dans le salon stratégie client. Nous sommes heureux de vous accueillir pour traiter donc cette problématique de l'orientation réclamation client, gros mots, grands mots ou levier business. Et donc là, je vais donner la parole dans quelques secondes à Daniel, effectivement universitaire de Grenoble École de Management. Donc Daniel présentera effectivement ce que peut être cette orientation réclamation client. Est-ce que c'est effectivement un grand mot? Est-ce que finalement être orienté réclamation, c'est pas bien parce qu'on sait s'occuper de choses négatives? Beaucoup d'entre vous, je vois sourire, mais il y a quelques années, quand on disait qu'on s'occupait de réclamation, on nous disait assez simplement, vous n'avez pas autre chose à foutre que de vous occuper de ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, les entreprises ont plutôt tendance à s'intéresser à ce qui ne marche pas pour essayer d'améliorer l'ensemble. Et puis, grand mot, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de mesures, je ne vais pas toutes les énoncer, il y a pas mal de mots, de buzzwords qui passent et puis qu'on oublie assez rapidement. Donc, est-ce que cette orientation réclamation client est un grand mot ou est-ce que c'est quelque chose de très concret? Et puis, finalement, est-ce que ce n'est pas effectivement un levier business? Et puis là, Daniel va vous présenter quelques informations en avant-première dans quelques minutes. Et puis, quelques minutes plus tard, nous aurons 2 retours d'expérience pour aller dans du concret. La marque, ce n'est pas uniquement des concepts, de la théorie, c'est également donner la parole à d'autres adhérents. Daniel est adhérent, mais là, vous avez également à ma gauche deux entreprises adhérentes. Donc, pour l'agroalimentaire, Bonduel, qui fera un retour d'expérience sur moi, comment patron de la relation client, de la satisfaction au sein de mon entreprise. J'essaie d'élargir ma zone d'influence auprès du marketing, auprès de la qualité, auprès peut-être même de la formation et d'autres. Et puis ensuite, on achèvera ce tour de table avec une pratique encore plus concrète et qui sera présentée par Humanis. Et alors là, je vous mets un peu l'eau à la bouche. Ils ont osé inviter des clients réclamants dans une réunion de séminaire avec les top 150 managers du groupe. Voilà, Daniel, je vous donne la parole. Vous avez 20 minutes. Et puis, à tout de suite. Bonjour à tous. Donc, normalement, vous devez vous dire un prof intervient, on a 20 minutes pour dormir. C'est tout à fait le cas, il n'y a pas de problème particulier. Avant d'arriver aux choses concrètes. Et pourtant, ce que je vous propose de voir maintenant, comme l'indique le titre et comme l'a indiqué Marie-Louis, c'est de voir en quoi l'orientation réclamation, qui est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant, et donc on va essayer de définir ensemble, peut être un levier de rentabilité à travers l'optimisation de l'expérience client, et donc satisfaction, fidélité, à travers la gestion des réclamations. Et on va rentrer plus en avant là-dedans. Juste, pour l'instant, c'est moi qui parle, mais à côté de moi, vous ne le voyez pas, il y a William Sabadi, avec qui nous avons travaillé là-dessus, de l'Université Lyon 3. Et donc, je parle bien en deux noms et en tant que chercheur. Alors, avant d'aller plus loin, on va tout de suite mettre les choses au point. La question de la rentabilité disons du traitement, pour rester simple, du traitement des réclamations, donc du recueil, du traitement, de l'analyse, etc., ne se pose plus. La recherche académique s'en est emparée depuis très longtemps, et je vous ai cité qu'une dizaine ou une quinzaine d'articles qui montrent tous globalement, il y en a des centaines, qui montrent que globalement, bien, entre guillemets, les guillemets sont importants, traiter les réclamations, c'est rentable. C'est rentable. Alors évidemment, je ne définirai pas maintenant ce que c'est que bien traiter une réclamation, ça peut être l'objet de pas mal de choses. Mais en tout cas, renseignez-vous auprès de la marque, ils ont d'excellentes pratiques là-dessus. En tout cas, la question si bien traiter les réclamations, ça rapporte, alors dans ce cas-là, la question, elle passe à au-dessus. Et qu'est-ce que c'est bien traiter? Et surtout, quels sont les antécédents d'un bon traitement de la réclamation? C'est-à-dire, est-ce que être orienté client, est-ce que faire ça, est-ce qu'avoir tel comportement, telle attitude va pouvoir me permettre de bien traiter ces réclamations? C'est ce sur quoi nous allons essayer de nous pencher pendant quelques minutes là-dessus.
Alors évidemment, la première chose, c'est les pratiques. Marie-Louis en parlait à l'instant. On a, en partenariat avec la marque, en tant que chercheur, été faire une grosse enquête auprès des quelques 200 entreprises ou 200 et quelques entreprises adhérentes de la marque, en se disant on va partir des pratiques, on a une théorie qu'on va vouloir tester. Et puis, on a fait ce qu'on appelle donc, Marie-Louis en parlait, une cartographie des services réclamation clients. Concrètement, ça a consisté en quoi? Il y a peut-être des adhérents dans la salle qui pourront témoigner du fait que on a fait un questionnaire que j'appelle très complet. Alors très complet, c'est au sens le plus péjoratif du terme, puisque certains adhérents y ont passé plus d'une heure et demie, voire 2 heures pour y répondre. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir l'intégralité à la fois des démarches, à la fois des attitudes, à la fois des comportements, de ce qui se fait. Alors pour assurer la véracité, ce qu'on appelle nous la validité et la fiabilité des données, on s'est arrangé pour intéresser les gens à répondre. Et donc on leur a donné un benchmark après, des comparaisons sectorielles, etc., etc. Donc on a 143 entreprises qui ont répondu, avec 90% du CAC 40, donc c'est vraiment des toutes petites boîtes, puis des très grosses boîtes de tous les secteurs. Et il y a eu plein de choses intéressantes, on a fait pas mal d'analyses, et notamment on a cherché à trouver ce qui était dessous. Qu'est-ce qui guide nos pratiques? Est-ce qu'il n'y aurait pas des phénomènes sous-jacents? Et pour ça, donc, on a fait un certain nombre d'analyses multivariées. Et donc, ce qui est ressorti, pour caricaturer, mais à peine, c'est d'abord l'orientation réclamation. Alors c'est un gros mot, merci Marie-Louis, pourquoi? Parce que ce mot n'existe pas. Quand vous revenez à la théorie, de quoi vous parlent les académiques? Ils nous parlent d'orientation client, avec à l'intérieur une sorte de hernie où on dit, bien sûr, si on est orienté client, alors on se préoccupe de la satisfaction des clients, donc mécaniquement, on se préoccupe de la réclamation client. Et quand vous leur dites, oui, mais vous savez, des entreprises très tournées vers le client ne traitent pas bien leur réclamation, ils n'ont pas envie de le voir. Et les gens vous disent, y compris les académiques, vous disent, non, ça c'est pas vrai. L'intégralité de la satisfaction prend compte la réclamation. Et avec William, fort de notre expérience à la fois académique et aussi pratique, on s'est dit, là il y a un vrai bug, et on va regarder si ça ressort dans les enquêtes. Et c'est exactement ce qu'on a réussi, grâce au partenariat avec la marque, à mettre en exergue de façon extrêmement pratique. Concrètement, il y a eu un certain nombre de marqueurs, je vais y revenir dans quelques secondes, de ce qu'est l'orientation client. La deuxième chose intéressante, c'était qu'il y avait dans ce continuum qui va de je suis très peu orienté réclamation à je suis extrêmement orienté réclamation, il y a des entreprises qui sont tout le long, qui sont à l'extrême d'un côté, qui sont à l'extrême de l'autre, qui sont au milieu. Et le plus intéressant, c'est la dernière chose qui est marquée au tableau, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, on s'était dit sans doute, on va dire, un certain nombre d'entreprises dans tel secteur sont très en avance. D'autres sont très en retard. Pas du tout. Il n'y a statistiquement significatif aucune différence selon le secteur, selon le fait d'être B2B ou B2C, selon la taille de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est accessible à tous. Et finalement, ça dépend d'autre chose, cette orientation réclamation. Alors, on parlait des marqueurs. Allons-y. Quels sont les 4 principaux marqueurs de l'orientation réclamation? J'en ai d'autres, mais les 4 principaux. Le premier, c'est celui qui est marqué au tableau et il est majeur. C'est une tarte à la crème, mais ça va beaucoup mieux quand on le dit et surtout quand on le vit. C'est l'engagement de la direction. Alors j'insiste, c'est très tarte à la crème parce que sur tous les sujets, on vous dit, je vais y arriver, voilà, on vous dit l'engagement de la direction, c'est fondamental, etc. Sauf que dans le domaine de la culture et de l'orientation client, là, c'est un basique. C'est tout simplement oui-non. Et donc cet engagement de la direction est un grand marqueur. Les entreprises qui sont réellement orientées clients ont une direction clairement qui les soutienne. C'est binaire. Si c'est non, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, c'est un basique. La deuxième chose qu'ont ces entreprises, c'est une définition claire et surtout partagée en interne de ce qu'est une réclamation. Pour rire un jour dans votre entreprise, faites un petit sondage. C'est quoi une réclamation? Et puis vous verrez les réponses. Vous vous apercevrez qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Dans certains domaines, je travaille avec des banques qui vous disent une réclamation, c'est quelque chose qui arrive par courrier à un endroit X, sinon ce n'est pas une réclamation. Et nous en avons très peu. Ah oui, je pense que vous en avez très peu. Mais est-ce une bonne nouvelle? Dans d'autres secteurs, c'est encore pire, dans d'autres secteurs, c'est mieux. Bref, en tout cas, une vraie définition de ce qu'est la réclamation. La troisième chose, c'est cette fameuse orientation client sur laquelle nous allons revenir. Une entreprise orientée réclamation, le plus souvent, est d'abord orientée client. L'un va avec l'autre, on va y revenir dans quelques instants. Et puis la quatrième chose, c'est qu'outre le recueil et le traitement des réclamations, il y a une troisième chose qui est le fait d'aller plus loin. Et les 25% des boîtes de notre typologie qui sont les plus orientées clients font ça, c'est-à-dire progressent grâce à la réclamation, analysent et transforment les réclamations en vue d'action.
Voilà les 4 principaux marqueurs. Et du coup, on se dit, tiens, cette orientation-réclamation serait-elle un antécédent, serait-elle une cause de la rentabilité future? Et donc, on peut se poser cette question. C'est ce qu'on est en train d'essayer de publier en ce moment et d'écrire suite à ce partenariat avec la marque. Concrètement, maintenant, la question, c'est de se dire, OK, si l'orientation-réclamation, ça rapporte, alors comment on le mesure? Et ça, c'est un vrai problème, parce que nous, on était partis dans notre cartographie à se dire, bon, bah, on a un certain nombre d'idées, mais on n'avait pas développé un instrument de mesure. Depuis, on s'est posé un certain nombre de questions, en tout cas, je me suis posé un certain nombre de questions, plus largement sur l'orientation client. Parce qu'à notre connaissance, il n'existe pas d'outils de mesure, à la fois scientifiques et pratiques, qui mesurent bien l'orientation client. Là aussi, grande tarte à la crème. Tout le monde en parle, personne ne le mesure. Des KPI sur les process, les normes, tout ce que vous avez, là vous en avez des centaines. Maintenant, eh bien peut-être que dans cette salle, il y aurait peut-être une boîte, à mon avis zéro, qui a un instrument de mesure valide et fiable de l'orientation client. Ça n'existe pas. En tout cas, ça existe au plan théorique, Sachs et Weiss en 82, etc., mais difficilement applicable en pratique. Donc on a travaillé à construire quelque chose qui s'appelle le Customer Orientation Score. Je vous incite à aller sur le site, Customer Orientation Score si vous en voulez plus. Mon objectif n'est pas de faire de la pub pour ça aujourd'hui. En revanche, ça veut dire quoi? C'est un outil qui existe et qui mesure l'orientation client. Alors vous allez me dire quel rapport avec l'orientation réclamation? Eh bien on va le voir dans quelques secondes. Concrètement, l'orientation client aujourd'hui, c'est quoi, nous dit la théorie? C'est la conjonction de 2 choses. La première chose, c'est la culture client de l'organisation, de l'entreprise, indépendamment des collaborateurs, mais c'est l'entreprise. Et ça se mesure, donc c'est ce qu'on appelle le cost company. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qui n'existait pas et ce qu'on a inventé, qui a été très compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue méthodologique, parce que si je vous pose la question « Êtes-vous orienté client ?», je suppose que vous l'êtes tous parfaitement, bien sûr. Tout va bien, le Titanic peut couler normalement. Donc évidemment, le problème, ça a été de trouver un instrument de mesure qui soit suffisamment valide et fiable, ce qui n'a pas été simple, et on a fait pour ça appel aux neurosciences. Bref, nous sommes dans le contexte de l'orientation client, et là, l'orientation réclamation, pour nous, on s'est dit, c'est vraiment fondamental de pouvoir inclure ça tout en le différenciant. Et donc, on a rajouté à la fois au plan de l'entreprise, de l'organisation, et à la fois au plan des employés, une mesure spécifique sur la réclamation, une mesure spécifique sur la réclamation employée, sur l'orientation réclamation, employée, sur l'orientation réclamation de l'entreprise. Et ça, j'insiste, à partir de ce partenariat avec la marque qui nous a permis de montrer que l'orientation réclamation était quand même différente, appartenait à, mais était différente, n'était pas naturellement inclus dans l'orientation client. Et donc, on est même arrivé à se dire, on peut avoir des résultats spécifiques sur l'orientation réclamation de l'entreprise, qui est quoi? Qui est la conjonction des 2. J'appartiens à une entreprise X, je suis employé. Est-ce que moi, naturellement, je suis orienté réclamation? Et quand on me parle de réclamation, je m'en vais naturellement ou est-ce que ça me plaît? Ça, c'est mon orientation naturelle, c'est ce qu'on mesure. Et de l'autre côté, est-ce que la culture de mon entreprise participe de cette orientation réclamation? C'est bien la conjonction des 2 qui fait qu'une entreprise est réellement orientée réclamation. Et donc, on peut mesurer cette orientation réclamation. À partir de là, on peut aussi quand même, parce qu'on en parle depuis un certain temps maintenant, mais on n'a toujours pas défini finalement, c'est quoi cette orientation réclamation? Alors le plus souvent, là où on est très fort, c'est pour mesurer des comportements. On se dit, voilà ce qu'on fait. Eh bien, Asgian et Fishbein, théorie de l'action raisonnée, depuis très très longtemps, un basique en psychologie cognitive et en marketing, qui nous dit, je vais faire cela parce que mon attitude me pousse à le faire. Et si vous me demandez de dire blanc alors que je pense noir, ça va être plus compliqué. Et donc, on parle bien d'orientation-réclamation comme une culture. Et donc, la définition qu'on a donnée, c'est bien celle-là. Alors, elle est longue. Regardez juste les mots en gras. C'est bien une série de croyances, de valeurs partagées dans l'entreprise et soutenues par la direction qui montrent ou qui génèrent une réelle préoccupation de, évidemment, là on retrouve les classiques, recueillir, traiter, analyser et aller plus loin avec la réclamation. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et au niveau individuel, c'est pareil, mais cette fois-ci, c'est moi personnellement. Moi, Daniel Ray, qui appartient à telle entreprise, est-ce que je suis naturellement, moi, orienté client et orienté réclamation? Et ce n'est pas tout à fait la même chose. On a des entreprises, j'en vois au moins quelques-unes dans cette salle, où les gens peuvent être très orientés réclamation, à titre individuel, et pas du tout l'entreprise, ou le contraire. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué. Quand je me lève le matin,
que je travaille au service réclamation et que moi j'ai envie, mais que je sais que mon entreprise va tout faire pour que ça ne marche pas, parce que c'est pas beau une réclamation, on n'a pas envie de l'avoir, ben ça va être compliqué. Et la réciproque est vraie aussi. Donc voilà ce dont on parle. J'insiste, c'est bien une culture qui précède mes comportements. Et donc c'est ça qu'on doit mesurer. Quelques exemples de résultats. Alors je suis désolé, la mauvaise nouvelle, c'est que je vais vous dévoiler aucun résultat scoop, parce qu'on les garde. Ils appartiennent aussi à la marque, et donc on les garde pour la convention du 24 avril à la Poste. On garde ces scoops-là où il y aura toute une série de résultats, de choses assez intéressantes. Donc juste quelques exemples, j'en ai choisi 3. Donc résultats du COS. Premier exemple, une entreprise dont vous avez en haut avec le triangle les 3 dimensions de l'orientation, enfin de la culture réclamation. Donc c'est côté entreprise. Ce n'est pas moi, Daniel Rey, c'est mon entreprise. Et quand vous regardez bien, vous avez donc le recueil, le traitement et la progression. En noir, vous avez le benchmark. Et en orange, vous avez ma note. Et là, vous voyez, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats. Hein. C'est un score normé, je pourrais vous l'expliquer. Donc je suis à 87 par rapport à une norme de 57 en recueil. Tout va bien. Les collaborateurs pensent que on recueille bien les réclamations. Les collaborateurs pensent qu'on les traite bien. Les collaborateurs pensent qu'on progresse aussi. Alors après, évidemment, vous allez me dire, mais ça, c'est ce qu'ils pensent. Ils peuvent vous arnaquer. Alors rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra y revenir tout à l'heure. On a mis au point des mesures on a utilisé, pardon, j'étais beaucoup trop prétentieux, on a utilisé des mesures de désirabilité sociale pour redresser nos résultats. Donc ces résultats sont redressés. Donc visiblement, dans cette entreprise, tout va bien, sauf que, comme vous le voyez, dans le cœur des gens, 1 à 1, moins 24, alors que la moyenne est à 36. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que cette entreprise, et elle existe, hein, j'en ai la preuve, j'ai discuté avec la responsable du SRC de cette entreprise. Nous, en regardant le COS, on s'est dit, vous avez l'air d'être au taquet. C'est-à-dire que vous avez fait, vous, tout ce que vous pouviez mettre en place, faire bouger, etc., au plan institutionnel, pour que ça se passe le mieux possible, sauf que les gens, dans leur tête, eux, spontanément, la réclamation, c'est négatif. C'est une menace, ce n'est pas une opportunité. Et donc, du coup, on a été au bout. Et donc, cette entreprise, l'action à mener est très claire. On pourrait croire qu'il faut aller plus loin. Non, pas du tout. Il faut passer à de la formation. C'est avant tout une question de ressources humaines. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, il faut que ce moins 24 change. Sinon, on est mort. Premier cas. Deuxième cas, inverse, authentique aussi. Regardez bien, 13 en dessous en recueil, 13 en dessous en traitement, 13 en dessous en progression. On se dit, ils ne sont pas très orientés réclamation. Maintenant, regardez les individus, 57 au lieu de 36. La problématique est extrêmement inverse, c'est-à-dire le problème de cette entreprise est qu'elle n'a pas encore transformé ça au niveau de la culture. Il y a peut-être un problème d'impulsion stratégique. La direction générale, les managers de proximité ne sont peut-être pas très orientés clients, eux, et ne veulent pas y aller. En revanche, le terreau est fertile. Le terreau est très fertile. Et là, si on se dit, bon, il faut former les gens, ça n'a aucun intérêt. Les gens en sont persuadés. Il faut juste utiliser ce terreau fertile pour développer l'orientation réclamation. Et puis quand même, pour terminer, un troisième exemple rapide, où là, vous avez un cas réel, qui est quasi idéal. Vous avez en recueil 80, en traitement 96, progressé 71, donc très au-dessus de la norme. Donc, ils sont excellents, et j'insiste, bien redressés avec la désirabilité sociale. Et en plus, comme vous le voyez, le terreau est extrêmement fertile. Je fais le pari, et j'en ai la preuve physique, que cette entreprise gagne beaucoup d'argent avec la réclamation client. Pourquoi ? Parce qu'elle est orientée réclamation client. Et donc, il y a un effet multiplicateur qui va faire que quand je recueille bien, quand je traite bien, alors ça va marcher de plus en plus et très bien en termes de rentabilité. Et donc, je terminerai là-dessus en vous disant, on se posait la question tout à l'heure de bien manager les réclamations, ça rapporte, ça c'est sûr. En revanche, au-dessus, qu'est-ce qui fait que finalement, je vais pouvoir bien manager ? Eh bien, parmi d'autres choses, il y a une chose absolument majeure que nous avons mis au point grâce à la marque et aux études qu'on a menées grâce à eux, c'est que l'orientation réclamation, à condition de bien savoir de quoi on parle et de la mesurer, permet d'avoir cet effet multiplicateur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'à ma connaissance, ça n'existait pas au plan scientifique, c'était intuité au plan pratique, mais de là à pouvoir le dire, le vendre en interne en disant « nous devons mettre de l'argent pour s'orienter réclamation. Arrêtons d'investir que dans les process, que dans les normes et les KPI. Bougeons-nous sur l'orientation réclamation. C'est une source de rentabilité. » Et je vous remercie de votre attention.
Merci Daniel. Mon cher David, à toi la parole. Merci Julien. Donc effectivement, maintenant on va partager avec vous quelques pratiques qui ont été mises en œuvre, notamment dans le groupe Bourduel, mais aussi dans d'autres sociétés membres de la marque. L'idée, le défi, c'est de réussir à sensibiliser effectivement l'entreprise, parce que quand vous demandez à vos collègues à quoi sert un service client, la réponse est simple, c'est le service qui enregistre les réclamations, les gens qui ne sont pas contents, et qui répondent à toutes les questions bêtes. C'est globalement un bureau de plainte. Voilà. Donc c'est une image qui existe partout. Je pense qu'il n'y a que les personnes qui sont passées dans un service client qui savent ce que c'est réellement de vivre une relation cliente à part entière. Mais c'est le cas pour plein de jobs. Hein. Si vous allez voir votre collègue digital, c'est pareil. Votre collègue market, voilà. On a tous un prisme. Donc effectivement, dans le groupe Bourduel, on a un service client, on enregistre plein d'informations. Cette information, elle est stockée. Et puis, le premier usage qu'on en fait, c'est qu'on va toper le nombre de demandes, le nombre de réclamations, le nombre d'appels entrants, sortants, le temps de moyen de traitement, le taux de décroché, le taux de satisfaction. Enfin bref, plein d'indicateurs qui ne parlent qu'à des responsables service client. C'est-à-dire, en dehors de l'équipe service client, ça ne veut rien dire pour d'autres. Donc effectivement, la première action à mettre en œuvre, c'est d'abord d'adapter son discours et d'adapter les indicateurs. Donc si vous allez donner ces indicateurs du nombre d'appels reçus, du nombre de demandes à un qualiticien, ça va lui faire une belle jambe. Donc il faut transformer tous vos indicateurs pour que les gens qui sont en face de vous voient l'intérêt de vos chiffres. Un qualiticien, on va plutôt parler d'une fréquence. Donc il y a un nombre de réclamations divisé par un nombre de produits vendus. Par exemple, chez nous, la fréquence de réclamation produit, c'est 20. On a 20 réclamations pour 1 million de produits vendus. Le nombre de contacts, c'est 40. C'est-à-dire que quand je vends 1 million de produits, j'ai 40 contacts. J'ai 20 réclamations et j'ai 20 demandes. Donc quand je dis ça à un qualiticien, il dit « Ok, je sais à peu près. » Donc, si vous parlez à un marketeur, les chiffres, ça l'intéresse pour savoir s'il est bon par rapport à ses collègues, s'il est bon dans sa technologie, s'il est bon sur le pays. Ce qui l'intéresse surtout, c'est le verbatim. Qu'est-ce que le consommateur dit? Quels mots il utilise quand il décrit le produit? Est-ce qu'il parle de simplicité, praticité? Est-ce qu'il dit que c'est bon, coloré, culinaire? Voilà. Les marketeurs adorent les adjectifs, les qualificatifs, donc il faut en mettre parce que ça l'aide effectivement à adapter sa stratégie, à adapter son pack, à mettre à jour sa campagne de com. Voilà, donc eux, on leur donne des chiffres, mais à chaque fois, ils nous disent « t'as pas un peu de verbatim client ?» qui sont en règle générale pas trop sortis. Voilà, ils sont dans les outils, mais on n'a pas de base pour ça. Si vous parlez à quelqu'un de l'équipe commerce, on va lui parler de perte de chiffre d'affaires. Si vous vendez des produits en ligne et que vous avez des gens qui abandonnent dans le tunnel de commande, vous allez faire la transposition en argent perdu. Donc toutes les présentations que vous avez, qui sont pour vos services clients, ne les utilisez pas. Il faut absolument les transformer, les adapter et transformer tous vos chiffres pour que la personne qui est devant vous voit l'intérêt de ces données et puisse les utiliser dans ses presses. Donc, je sais qu'on fait tout ça, on se fait une presse bilan et on se dit je vais l'utiliser pour un tel. Ne le faites pas. Passez du temps pour transformer. Ensuite, il faut passer du temps. On a tous fait des présentations avec des parterres complets de marketeurs commerciaux et puis on balance des chiffres pendant 1 heure. Et globalement, quand on donne une information pour tous, c'est une information pour personne. Personne ne dit c'est pour moi. Voilà. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait des points annuels 1 à 2 fois par an. On fait des points avec chaque marketeur et on va lui présenter les résultats de ces gammes. Voilà. Donc si Antoine s'occupe de la gamme 1, 2, 3, on lui donne le spectre de la gamme 1, 2, 3 et on le met dans un mapping par rapport aux autres produits du groupe ou produits d'une gamme autre. Donc on passe du temps vraiment, c'est des rendez-vous dédiés et on fait un compte rendu après dédié. Donc c'est vrai qu'on passe du temps, il n'y a que 2 personnes qui sont devant nous, mais le message il est vraiment direct.
Ensuite, on propose des offres et des prestations de services dédiées. Alors, on pourrait effectivement juste prendre les demandes clients, on les traite et puis on diffuse. Et on se rend compte qu'on a plein d'autres demandes. J'ai une petite anecdote. J'ai une fois une qualiticienne. On a une boîte, on a des boîtes de conserve qui sont des boîtes vapeur. Donc, c'est une boîte dans laquelle on ne met plus d'eau. Il n'y a quasiment pas d'eau. Et on va faire le vide dans la boîte. Et quand on cuit la boîte, on recrée les conditions du cuiseur vapeur. Vous avez un légume qui ne trempe pas dans l'eau, qui est vraiment croquant, avec toutes ces vitamines. Et on avait un phénomène d'implosion, c'est-à-dire que parfois les gens voulaient ouvrir la boîte et le couvercle était aspiré, tout simplement parce qu'on fait un vide. Et donc, au début, quand on a lancé cette nouvelle techno, effectivement, il y avait des problèmes de réglage, hein. Donc parfois le vide était trop fort. Mais la loi de Henry dit que la notion de vide, elle est aussi liée à la température. Donc en usine, il me disait, je comprends pas, les réglages sont bons, on fait des tests, c'est bon, on comprend pas, c'est pas chez nous. Est-ce que tu peux pas demander au client comment est-ce qu'il stocke le produit? Alors on aurait pu dire non, le problème il vient de chez toi. Et donc on a modifié notre script complet. Et à chaque fois que quelqu'un appelait pour un problème d'implosion ou de bruit, on demande aux gens, vous l'avez stocké où? Dans une cave, un réfrigérateur? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens mettent des boîtes au frais. Donc effectivement, on a complètement changé notre outil. On aurait pu dire, écoutez, j'ai autre chose à faire. On a dit, ok, on rechange tout. Et on a même fait des campagnes d'appels sortants. C'est-à-dire qu'on a dit, écoutez, on a 30 personnes, on va rappeler les 30 personnes pour leur demander. Voilà, donc vraiment une prestation dédiée. On le fait aussi pour des équipes market quand ils lancent un nouveau produit. On a plein de verbatim clients pas clairs. Le marketeur nous dit, oui, mais quand il a dit que c'était amer, c'est quoi? C'est amer, acide, pas bon, piquant. On rappelle, t'inquiète. Donc on propose une campagne d'appel sortant avec un bilan. Donc on est vraiment un prestataire de services internes. Et puis on fait aussi autre chose. On va relire les packs market. On fait de la relecture de modalités de jeu ou de mécanique promo. Parce que quand une promo ne marche pas bien, c'est nous qui récupérons toutes les plaintes. Donc on anticipe en proposant à nos marketeurs des prestations de services de relecture interne, parce que personne n'a jamais le temps de le faire. Ensuite, on fait des recommandations. C'est bien beau de faire un bilan, c'est bien beau de faire de la prestation de service, on va jusqu'à recommander. Alors, c'est assez délicat quand on recommande, pour deux raisons. Un, il faut un minimum connaître le métier de la personne qui est en face de vous. Donc, si vous ne connaissez rien du market, si vous ne connaissez rien du process industriel, c'est un peu compliqué de recommander des améliorations. Et l'autre limite, c'est qu'il ne faut pas expliquer à votre collègue ce qu'il doit faire. Donc, la recommandation, elle passe soit par mettre le point sur des choses qui ne vont pas et lui demander s'il a une idée de résolution de problème. Et je sais que moi, je suis passé par la case market et je suis un ancien scientifique, donc j'ai allé jusqu'à faire des recommandations, c'est poussé, en disant je pense qu'il y a un problème là, peut-être qu'on fasse une investigation technique. Voilà. Et puis on suit, c'est-à-dire qu'on recommande, mais on va suivre, donc on recale un point d'étape, 6 mois, 1 an après, pour voir effectivement s'il y a une notion de progrès. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour pour gérer les problèmes, on est là aussi pour trouver des solutions pour qu'on n'en ait plus. Donc on dit à toutes les équipes internes, oui, si tu fais une bourde, on va gérer, quoi. Mais il faut qu'on trouve une solution pour que la bourde ne se produise qu'une fois. Donc on est aussi un peu en droit, de manière à droite, de demander des engagements et des résolutions de problèmes. L'autre point, c'est de ne pas être uniquement dans une démarche d'amélioration permanente. C'est un peu notre job. On met toujours le doigt sur les trucs qui ne vont pas. Et il faut parfois mettre le doigt sur tout ce qui va bien. Donc quand il y a des problèmes qui sont résolus, il faut communiquer dessus et il faut limite passer la coupe à l'autre personne. C'est-à-dire que la personne le marketeur qui a trouvé la bonne solution, l'équipe qualiticienne ou l'industriel qui a modifié le process, eh ben on communique dessus, disons, on avait ce problème-là, on l'a plus et merci Antoine, merci Dupont, voilà. Il faut vraiment partager, parce qu'effectivement, on est un service où on met toujours les doigts, enfin, on critique beaucoup quand même, hein. Donc quand les gens vous voient dire ouais, ils vont encore me dire ce que je dois faire, voilà. Donc il faut absolument changer cette manière de faire. En plus, c'est très français, hein, de toujours râler, toujours dire ce qui ne va pas. Et effectivement, quand vous passez maintenant votre temps à dire bah voilà, on a résolu grâce à un tel, eh ben, vous avez des gens qui sont plus en phase à travailler avec vous. Et lorsqu'ils mettent en place des nouveaux produits ou des nouveaux process, ils disent attends,
je vais aller demander, est-ce que la dernière fois on a eu un bon contact, il a peut-être une bonne idée, on va peut-être faire un petit détour. L'autre point, c'est de mettre en avant ces expertises. C'est vrai que les services clients sont toujours vus comme un... Voilà, on prend le téléphone, on prend un mail et puis on en prend on en prend pour notre matricule, comme on dit. Sauf qu'on a quand même une qualité qui est quand même unique, c'est qu'on a cette sensibilité de comprendre une relation humaine, de lire entre les lignes, de désamorcer des situations extrêmement complexes. Et moi, il m'est déjà arrivé de faire écouter des bandes son ou de relier des histoires de cas extrêmement compliqués, extrêmement graves, pour montrer aux gens que c'est pas juste un métier où on enregistre une demande et qu'on a besoin d'avoir une approche psychologique, une approche humaine. Voilà. Moi, j'ai eu une fois quelqu'un qui, à la fin d'un appel, me dit, j'ai envie de mourir, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucune formation qui vous prépare à ça. Et donc, les gens qui sont dans les services clients, ils ont un espèce de sens particulier. Et donc, il faut communiquer là-dessus pour que quand les gens en interne ont des problématiques humaines, pensent à vous, pas uniquement sur votre périmètre. Donc moi, il m'est déjà arrivé, une fois comme ça, on avait un centre interne qui avait fait des tests conso, puis on avait une personne qui avait été conviée, qui avait été dédommagée par un geste et qui était extrêmement mécontent du geste. Et ben, l'équipe de scientifiques, effectivement, qui était en charge de ça, s'est dit, mais c'est un problème de relation humaine, un problème de relation client. On va appeler le service client, et c'est nous qui avons pris en charge cette demande qui n'était pas dans notre spectre, en fait. Et donc, on est amené maintenant à intervenir sur des situations sensibles, avec des relations soit avec un client, soit avec un fournisseur, ou juste donner un avis sur un dossier. Voilà, où on a besoin d'avoir une expertise humaine, d'avoir quelqu'un qui lit entre les lignes. Donc n'hésitez pas à communiquer sur des cas sensibles qui montrent qu'en fait c'est un métier d'expert, c'est vraiment un métier qui est parfois très compliqué. Alors dans la limite quand même du respect d'autrui, de la confidentialité. Voilà, nous quand on relaie des histoires comme ça, on va toujours anonymiser. Enfin voilà, on fait bien attention à la manière dont on le communique au niveau de l'interne. Donc globalement, en synthèse, c'est de considérer vos collègues comme des clients internes. On a vraiment deux clients. On a les clients externes et on a nos clients internes. On est là en fait pour prester pour l'ensemble des services de l'entreprise au service de la satisfaction client et donc du business de l'entreprise. Et puis sur la forme, c'est être des partenaires. Voilà, effectivement, on a tout le temps un peu ce réflexe de reporter, de donner des chiffres, d'envoyer des mails partout. Il faut vraiment créer des relations humaines avec les gens, il faut être partenaire de leur activité, donc il faut travailler sur les métiers de chacun, les comprendre pour amener des analyses, des recommandations, un service où votre interlocuteur va se dire oui, il m'apporte un vrai service interne. Et donc service interne, ça veut dire aussi qu'il faut être transparent. Donc si vous avez des données, donnez accès à vos données, faites des extractions et confiez-les à vos équipes market, à vos équipes qualité, si votre outil n'est pas en mesure de le faire. Voilà. Merci beaucoup David pour ce retour d'expérience, cette passion. On vient effectivement de découvrir un retour d'expérience d'une personne, on va dire, finalement comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire en fait avoir le besoin de faire la preuve de l'intérêt de la relation client et particulièrement de la capitalisation de l'insatisfaction. Et puis ensuite, il y a des entreprises, j'ai envie de dire, où il y a un petit peu plus de chance, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le bottom-up, mais on peut être plutôt dans le top-down, on peut se rapprocher de cette situation-là. Et certaines fois, on peut avoir des DG qui peuvent avoir des démarches assez surprenantes. Et du coup, je vous propose qu'on en échange avec Eric pendant quelques minutes d'une bonne pratique qui a été mise en place donc, par Humanis. Humanis donc, est un groupe de retraite et de prévoyance et qui, effectivement, il y a un peu plus de 9 mois, a organisé un séminaire avec le Top 150 Management qui était un petit peu particulier, Eric.
Alors oui, ce qu'on a mis en place, nous, on a d'abord deux chances. On a la chance d'avoir à l'intérieur du groupe une réunion bimensuelle du top management, où on a à peu près 15% des managers, donc ça fait à peu près 150 managers. On a une réunion tous les 2 mois. Et puis la deuxième chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des résultats, on va dire, mitigés sur nos derniers baromètres de satisfaction. Et la direction générale nous a demandé ce qu'on pouvait faire. Et là, on a eu l'idée de faire venir des clients, je dirais, à cette réunion de top managers, bien entendu sans prévenir les managers. Et quitte à faire venir des clients, on a fait venir des clients insatisfaits. Donc c'était des clients qui nous avaient mis une note globale de satisfaction entre 4 et 5. Donc les managers ont découvert, si vous voulez, le matin en arrivant, un certain nombre de clients qui ont raconté ce qu'ils ont vécu et la manière dont ça se passait dans ces relations avec Humanis. Et là, je vous avouerai qu'on a pris cher, comme on dit, parce que c'est vrai que quand vous avez des retraités qui ont mis plus de 3 mois pour avoir leur pension de réversion, pension d'invalidité versée au bout de 9 mois, ça touche un petit peu. Voilà, donc là, on s'est fait bouger un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite a été organisé, je dirais, des séances de travail par 15 managers avec chacun des clients pour qu'on voit un petit peu quels sont leurs vécus, qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on fasse aussi. Et puis, on a trouvé des axes d'amélioration, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, effectivement, des avantages pour l'entreprise, on l'aura bien compris. Effectivement, un moyen j'imagine, de mettre le client vraiment au cœur. Alors le client au cœur, oui, c'est clair. Les avantages clients, c'est évident. Pour ces personnes-là, il y en avait une quinzaine de clients. On a résolu quand même leurs problèmes très rapidement. Ils sont surtout, bien entendu, valorisés, puisque la direction générale était présente à cette réunion de top management. Après, les avantages pour le groupe Humanis, c'est valoriser, je dirais, l'expérience client auprès de tous les managers. Et c'est vrai que pour toucher, je dirais, une direction d'audit, une direction de comptabilité, une direction d'actuariat, qui ne sont pas des directions qui ne sont en contact avec le client, là, ils ont bien vu, d'une manière assez claire, ce que faisait le client, ce que vivait le client. Ça a donné plus concrètement, donné lieu à un certain nombre de quick wins. Et puis, je dirais, l'amélioration, même si on ne l'a pas encore mesuré, on verra avec toi plus tard, Daniel, pour mesurer, je dirais, l'orientation client du groupe et ce qu'on pouvait faire de plus pour toucher toute la population du groupe. Voilà, donc là, c'était une illustration assez concrète d'une bonne pratique qui a été mise en place effectivement au sein d'une des 280 entreprises de l'association. Il y a aussi d'autres bonnes pratiques qui sont présentes sur un site qui s'appelle bonnepratique.amarc.asso.fr. J'ai l'impression de faire de la pub, mais rassurez-vous, c'est gratuit. Et dessus, vous pourrez y trouver, je crois, depuis quelques minutes, on a mis en ligne, je crois, la 63e ou la 64e. Donc c'est bonnepratique.amarc.asso.fr. Et vous trouverez, je crois, donc 64 bonnes pratiques avec la bonne pratique, l'avantage client, l'avantage entreprise, et puis éventuellement des conseils de mise en œuvre. Donc ce sont des pratiques partagées par nos adhérents. Donc, vous y retrouverez entre autres la bonne pratique d'Humanis, qui a été partagée, je crois, un peu plus de 200 fois en l'espace de 2-3 semaines. Donc a priori, ça parle. Vous y trouverez d'autres bonnes pratiques comme celle de Bonduel. Tout ça est en accès libre. Du moins, toutes les dernières bonnes pratiques sont accessibles à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à... Pardon. Voilà, donc le site, vous l'avez là, bonnepratique.amarc.asso.fr. Voilà. Vous pouvez également y déposer des bonnes pratiques. Elles seront les bienvenues. On peut également même vous accompagner dans le rewriting. Voilà, vous ne serez pas payé pour autant, mais en tout cas, vous aurez la possibilité également de valoriser votre don également en interne. Nous, on a des entreprises comme ça du transport qui, moins d'un quart d'heure après la publication sur notre site, sont fait appeler par la DG en disant c'est génial, on est sur le site des bonnes pratiques de la marque. On n'en demandait pas tant, mais ça a été dit comme ça. Voilà, l'objectif, c'est pas de vous faire de la pub pour notre site, c'est maintenant de vous permettre de poser des questions très pratiques à l'ensemble de nos intervenants. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas tellement une question, ça serait plutôt une remarque adressée à Daniel, puisque Daniel nous a dit qu'effectivement, être orienté réclamation, ça permettait effectivement d'être bankable. Je sais que vous en direz beaucoup plus la semaine prochaine à l'occasion de la convention. Mais voilà, j'ai vu que non pas on avait des personnes sceptiques, mais qui en voulaient peut-être un petit peu plus. Et je sais que vous avez un moyen très concret de montrer que cette orientation réclamation est financièrement évaluable. Alors, sans trahir de secret, je suis en train de réfléchir à des choses dont je peux parler. Alors, je ne citerai pas les entreprises, mais la première en grande distribution, plus de 200 magasins. On a calculé les 20% des magasins
au top de l'orientation réclamation à client. On a pris les 20% des magasins qu'on appelait les flops au niveau de l'orientation client à l'orientation réclamation. Et on a comparé leur niveau. Alors, on a comparé différentes choses, mais le plus marquant, c'était le pourcentage de gens dans un magasin. Le plus important, c'est sur 100 personnes qui rentrent, combien achètent. Donc le taux de transformation. Le taux de transformation entre les 20% top et le taux de transformation, l'évolution du taux de transformation entre les tops et les flops est multiplié par 3,2. Et alors là, je parle d'un point de vue scientifique, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. C'est des magasins comparables, d'accord ? On a contrôlé les autres variables, parce que sinon c'est stupide, ça pourrait venir d'autre chose. Donc j'insiste, fois 3,2. S'il y a des spécialistes de la grande distribution dans la salle, ce que je ne suis pas, fois 3,2, c'est tout simplement hallucinant. J'insiste, toutes choses égales par ailleurs, la seule différence, c'était l'orientation client, l'orientation réclamation. Deuxième exemple, dans une entreprise, là aussi, leader dans son domaine en France, très connue, qui n'est pas dans la grande distribution, avec une mesure que personne n'ignore ici, qui est le NPS. Vous aviez les 5 magasins top, les 5 magasins flop, toutes choses égales par ailleurs. 39 pour les tops, 28 en NPS. Donc 39 d'un côté, 28 de l'autre. Et une évolution de plus 18 points, une évolution de plus 3 points. Donc comme vous voyez, toutes choses égales par ailleurs. Donc comme vous voyez, là on a bien des choses extrêmement concrètes. Je peux vous garantir que nous avions toute l'attention lors de la présentation des DG qui étaient là. Parce que là, c'est très concret. On ne peut pas être plus concret que ça. J'ai bouffé toutes les transitions pour vous permettre de gagner un petit peu de temps. Du coup, si vous avez une ou deux questions, on pourra en prendre une, peut-être deux, peut-être pas. N'hésitez pas, hein. Une ou deux questions, effectivement, on est pris par le temps, car il y a une autre conférence après. Oui, bonjour, Fabienne Embarqué au VMCD Mutuelle. Ne croyez-vous pas qu'un client qui appelle, qui a une réclamation, une insatisfaction, il faut le rémunérer pour nous faire part de cette insatisfaction? Outre, parce qu'il y a des entreprises qui l'écoutent, c'est tout, ok, point barre, qui ne vont même pas le rembourser ou autre, faire cas de son cas, sa situation. Moi, j'estime qu'on peut même aller plus loin puisqu'il va nous faire remonter une information qui permet d'améliorer l'entreprise et d'avoir un gain de productivité plus important après. Alors, c'est une question je caricature, hein, très très intéressante et justement qui a fait l'objet d'un point justement lors d'une dernière convention à Marc. Je pense qu'il faut valoriser, rémunérer pas forcément. Je pense qu'effectivement, un client qui appelle, il y a besoin qu'on le valorise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand un client appelle, il n'appelle pas pour qu'on lui donne du produit gratuit ou de l'argent. C'est vraiment jamais la motivation principale. C'est vraiment parce l'essentiel, en tout cas, nous, les clients qu'on a, il y en a qui appellent, qui vous disent clairement je veux être dédommagé, ce qui est normal, ce qui est le droit français. C'est la moindre des choses. Nous, ce qu'on fait dans le groupe Bonduel, c'est qu'on remercie les gens pour avoir passé du temps et on valorise. Ça peut être sous plein de manières et c'est pas forcément financier. Il m'est déjà arrivé d'envoyer des Lego pour un enfant, quoi. Vous voyez, je vais pas envoyer des bons, mais quand j'ai déjà eu des cas où c'était un enfant en bas âge, en jeune âge qui était concerné, on a envoyé quelqu'un acheter des Lego dans un Pickwick. Voilà. Et on est vraiment sur de la valorisation. Ça peut être inviter quelqu'un dans une usine, ça peut être le mettre en liaison avec un directeur commercial, directeur marketing. Il y a plein de valorisations. Et par chance, ça passe pas uniquement par de la valorisation financière. Mais oui, je pense qu'à minima, il faut remercier les gens parce que c'est quand même un effort, hein, quand quelqu'un vous appelle, il fait l'effort. Donc la moindre des choses déjà, c'est de lui dire merci du temps que vous avez passé. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, on va mettre un terme à cette conférence. Si vous souhaitez échanger avec David et Eric, cela vous sera possible. Et puis on va laisser Daniel sur place puisqu'il enchaîne sur une deuxième conférence avec nos amis d'Eloquent. Voilà. Merci beaucoup.